Je m'appelle Amandine, je fais partie d'une asso qui s'appelle Parents et Féministes et on aimerait beaucoup savoir à quelle date toutes et tous les professionnels de l'éducation vont enfin être formés pour avoir des pratiques professionnelles en direction des enfants qui soient exemptes de stéréotypes sexistes. Merci. Eh bien écoutez, j'aurais envie de vous dire que les formations dans l'éducation nationale sur ce terrain-là, ça m'étonne pas qu'elles soient pas imposées. Ça dépendra certainement des professeurs et de leur mobilisation pour faire en sorte que eh bien, ces formations sur les stéréotypes, sur le sexisme, soient diligentées plus que sur les programmes de l'éducation nationale qui les remet en cause généralement. La question que j'aimerais poser est la suivante. À quel moment est-ce que les 3 heures de formation d'éducation à la sexualité obligatoires de la maternelle au lycée seront effectivement délivrées dans les établissements scolaires ? Je découvre qu'il y avait 3 heures obligatoires. Bon, écoutez, à mon époque, il n'y en avait pas. Apparemment, elles ne sont pas délivrées. Ça devrait bien sûr être fait. Comme je dirais, comme un peu sur la première question. J'espère que les enseignants vont par la base l'imposer pour que ça soit délivré en effet, parce que c'est utile, cette éducation sexuelle pour les petits, depuis les petits jusqu'au lycée. Ça devrait être une obligation, évidemment. Je compte plus sur les enseignants pour le faire que sur l'État. Quel serait un peu l'avis que nos élus auraient face au nucléaire, si le nucléaire est meilleur ou pire que l'énergie carbone ? Personnellement, moi, en tant que militant communiste, j'ai pas d'avis particulier sur quelle est la meilleure énergie. Je ferai plus confiance aux scientifiques pour nous donner leur avis. Par contre, j'ai un avis sur la mainmise des capitalistes et justement des actionnaires privés sur l'énergie. Et je dirais que tant que ce sont les capitalistes privés qui ont la mainmise sur toutes les énergies, que ce soit le nucléaire, le carbone, sur l'eau, sur l'essence, sur l'électricité, eh bien, on ne pourra pas s'en sortir parce que ce qui leur importe, eux, c'est le profit avant tout, les dividendes avant tout. Donc je dirais que tant qu'on n'a pas exproprié ces sociétés privées en tant qu'actionnaires et propriétaires de toutes ces grandes entreprises d'énergie, on ne pourra pas, nous, la population, et les travailleurs et toute la société, décider de ce qu'on veut en termes d'énergie. Est-ce que nos chers élus seraient prêts un peu à dépasser leur confort néolibéral et patriarcal pour venir se réinterroger sur le vivre ensemble et faire un peu plus de pédagogie ? Écoutez, j'aurais tendance à vous dire qu'on fait partie d'une société où il y a des classes sociales, où il y a beaucoup d'inégalités sociales, beaucoup de divisions sociales qui sont du fait du capitalisme. Et puis vous vous adressez aux élus. Moi, je suis pas élue, je suis pas une politicienne, je suis une travailleuse. Je dirais que pour faire en sorte que on puisse mieux vivre ensemble, il faudrait s'en prendre à ceux qui dirigent vraiment l'économie, il faudrait s'en prendre au grand patronat, il faudrait évidemment se défendre contre toutes les attaques et contre toutes les idées qui divisent la société, que ce soit en matière sexuelle, en matière d'homme ou femme, en matière de religion, en matière de racisme. Et tout ça, ça passera par des luttes sociales, ça passera pas par... comment vous dites dans la question, par la pédagogie. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les milieux du féminisme, des LGBT qui sont vachement mis de côté ? Bien sûr, je comprends la jeunesse, leur inquiétude face à la situation. Alors, il y a des tas de problèmes qui leur sont posés. Bien sûr, le féminisme. Moi, je suis communiste, donc je suis féministe. Je suis pour la liberté sexuelle, je suis pour la liberté de se mettre en couple avec qui on veut. Bien sûr, tout ça, il y a même des reculs sur ce terrain-là et sur le droit des femmes. On le voit chaque jour, y compris en France et dans bien nombre de pays. Pour changer tout ça, il faudra se battre, il faudra se défendre, il faudra manifester. Ça ne passera certainement pas par des lois des députés. Vous savez, par exemple, la loi sur l'avortement.
En 1974, quand elle a été votée, ça a été quand même suite à des tas de mobilisations et des tas de manifestations. Et c'est comme ça pour tout dans la société. C'est un combat. Il y a au moins 300 personnes qui dorment à la rue tous les jours. Il serait bien que la mairie ou la préfecture fasse quelque chose et que les députés se penchent dessus. Il faut construire des logements parce qu'on ne peut pas faire de la propagande pour qu'une ville soit attractive sans prévoir les logements. Ou alors les logements seulement pour les riches. Mais une ville attractive, ça attire aussi les pauvres et les travailleurs. Oui, c'est assez touchant et révoltant ce que dit ce monsieur. À Rennes, il y a des gens qui dorment à la rue et il y en a en fait dans tout le pays. Et en effet, chaque président, Sarkozy aussi l'a fait, comme le dit ce monsieur, Macron, tous ses prédécesseurs. Voilà, conclusion de l'affaire, c'est qu'il faut pas croire les promesses électorales des présidents de la République, comme faut pas croire les promesses électorales tout court des futurs députés. Nous, on se présente dans ces élections pour dire, en matière de logement, bien évidemment qu'il y a les moyens d'en construire. Il y a des milliards et des milliards qui sont accumulés à un pôle de la société. Donc ces milliards-là, ils devraient servir à construire des logements et des logements accessibles à tous et non pas, comme dit aussi ce monsieur, des logements pour les riches. Et tout ça, ça passera par une mobilisation des travailleurs, une mobilisation dans toute la société pour arracher le contrôle qu'ont les actionnaires et les capitalistes sur la société, parce que il faudrait qu'il y ait le lever du secret des affaires. On verrait à quoi servent toutes ces fortunes, et on pourrait, avec ces fortunes-là, en effet construire les logements utiles et indispensables à tous et accessibles à tous. Le rallongement des pistes cyclables et les aménagements urbains pour les vélos vont être des pistes cyclables protégées et non pas juste une voie ouverte pour les voitures. Bon, je comprends bien sûr la question de ce jeune homme sur les pistes cyclables. Je dirais, bien sûr, il faudrait plus de sécurité. Maintenant, moi personnellement, il y a aussi des tas de personnes qui se déplacent de par leurs moyens seuls qu'ils ont quand ils habitent à l'extérieur de Rennes pour venir travailler qu'à la voiture. Donc je serais pour développer aussi le transport collectif massivement. Au-delà des pistes cyclables, et que la sécurité, bien sûr, c'est une affaire de tous, et c'est une question de moyens. Mais voilà, on peut pas développer le transport qu'en s'appuyant que sur les pistes cyclables. Et en matière d'écologie, c'est bien plus. Je dirais que l'écologie est un problème bien plus profond que le résumé à des pistes cyclables. Moi j'avais une question par rapport aux vraies mesures un peu radicales et non pas juste des mesures un peu en surface qui donnent l'air de s'inquiéter du climat alors qu'au fond ça change pas grand-chose. C'est vrai que toutes les mesurettes qu'on voit se mettre en place aujourd'hui face au climat, tout le monde est devenu vert, tous les politiciens, on les entend, même les grands patrons, d'ailleurs, moi où je travaille, c'est pareil, je travaille dans le transport, tout le monde se targue de faire de l'écologie. Alors la jeune fille dit, oui, bien, je suis d'accord avec elle, il faudra des mesures radicales. Et la seule que je vois, moi, c'est l'expropriation des capitalistes, des grandes entreprises qui sont, comme Total par exemple, c'est un exemple que je prends, responsables de la pollution de la planète, et cela viendra de la base, cela viendra de l'organisation des travailleurs, de la reprise de la reprise dans leur force collective, de leur conscience que, en se regroupant massivement et collectivement, ils peuvent contrôler les entreprises et donc contrôler la société et donc décider consciemment de ce qu'on pourrait produire, dans quel sens, de ce qui serait utile, et justement de prendre les mesures qui seraient indispensables face à l'urgence de cette crise climatique qui pèse sur nous en France, mais dans bien des pays, c'est des morts qu'on voit chaque jour. Donc, en effet, c'est l'urgence de l'expropriation des capitalistes par les travailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que la santé est en souffrance actuellement. Les difficultés actuelles sont vraiment présentes, avec un manque de personnel qui a fui
suite à des mauvaises conditions de travail. En matière de santé, j'aurais envie de dire, cette dame parle d'une clinique, donc j'imagine c'est une clinique privée dont les actionnaires, comme tout actionnaire, comme tout grand patron, cherchent le profit avant tout. Donc faut pas s'étonner que les conditions de travail, que les salaires de ces infirmières, ces aides-soignantes, j'imagine, ces médecins, techniciens, soient dégradés. Et c'est même pareil dans la santé publique. C'est la même politique, l'État mène la même politique. Donc, il faudrait imposer de prendre sur les 160 milliards de dividendes qui viennent d'être réalisés l'année dernière par les plus grandes entreprises, rien que celles du CAC 40, pour, par exemple, augmenter les salaires, imposer des embauches dans les services utiles à la population, tels que la santé, et quitte à répartir le travail, quitte à diminuer le temps de travail. Et ça, c'est possible, mais à condition, bien sûr, de l'imposer par nos luttes collectives, et ça on peut le dire dans un bulletin de vote. Est-ce que c'est normal de laisser des gens travailler 35 heures par semaine et qu'ils n'aient pas de quoi vivre à la fin ? Je comprends la colère de cette jeune femme, bien sûr. Travailler toute sa vie pour pas réussir à s'en sortir, travailler tout le mois pour arriver au 10 du mois et pas réussir à s'en sortir, parce que c'est la valse des étiquettes dans les magasins. Quand on sait qu'en plus c'est lié à la spéculation organisée par les grandes entreprises, que ce soit de l'énergie, mais aussi de la grande distribution, la grande production de l'agroalimentaire, qui ont fait des stocks et des stocks sur des marchandises bien avant la guerre en Ukraine et qui augmentent les prix chaque jour. Donc évidemment qu'il est complètement anormal de travailler 35 heures ou 40 heures même, parce que c'est parfois ça, mais bien plus de 35 heures pour pas s'en sortir. Et donc pour cela, il faudra des augmentations de salaire. Comme je le disais tout à l'heure, au moins 2 000 € pour vivre, et il faudra surtout imposer l'indexation des salaires sur les prix au jour le jour s'il le faut, mais pour cela il faudra la levée du secret bancaire et commercial. Ça sera pas les députés ni le président qui vont nous augmenter nos salaires, ni les patrons, on les connaît, il faudra l'imposer, comme d'ailleurs certains essayent de le faire. Certains travailleurs là sont en grève, on fait grève hier à Safran, près de Fougères. Les travailleurs du Crédit Agricole récemment se sont rassemblés à Rennes, à plus de 500, pour réclamer des augmentations de salaire, alors qu'ils sont dans une banque qui fait des bénéfices. Ils ont eu, je crois, 1% d'augmentation de salaire. Donc bien sûr, ils ont raison de se mobiliser et ils montrent la voie. Et pour la deuxième question, moi j'aurais envie de dire qu'il y a des démagogues d'extrême droite notamment qui tapent sur les plus pauvres, généralement sur les chômeurs, sur les immigrés, sur ceux qui vivent du RSA en les traitant d'assistés. Ça, c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Moi, ça me révolte, ce discours. Et ce n'est pas qu'un discours, d'ailleurs. Et je pense que ça nous divise, nous, les travailleurs, ça nous affaiblit. Il ne faut pas tomber dans ce panneau. Il ne faut pas tomber dans ce panneau, parce que les vrais privilégiés et les vrais assistés, c'est bien sûr le PDG qui gagne 40 millions d'euros, mais faut voir qu'il y a des grandes fortunes, que c'est des milliards qui gagnent, des milliards, et des SMIC à la seconde. Donc là, elle est là, l'inégalité, et c'est à ce pouvoir-là qu'il faut s'attaquer. Ces dirigeants, ces grands capitalistes qui ont la main mise sur toute la société, sur toute l'organisation de l'économie, sur la propriété privée des moyens de production, il est là le problème. Et c'est ce contrôle-là qu'il faut leur enlever. Et nous, on pense que seule la classe ouvrière pourra en s'organisant, en se mobilisant, leur enlever ce pouvoir-là. Je vais parler de ceux qu'on n'a pas entendu beaucoup jusqu'à maintenant. Durant les confinements, durant la pleine épidémie, on parlait des invisibles. Personne ne voyait les hommes derrière les poubelles, les vendeuses qui étaient là, les nettoyeuses du nettoyage industriel, etc., etc. D'autre part, quand on sait que c'est ces services-là qui font que actuellement le nombre de travailleuses est plus élevé que le nombre de travailleurs. Ce monsieur l'a bien compris, il a bien vu, bien sûr, qu'on a vu dans cette dernière période qui était utile à la société. On les a appelés les invisibles, les essentiels. Enfin, en fait, ce sont tous les travailleurs, y compris bien sûr des femmes, en majorité peut-être, c'est possible. Mais ce que je vois moi aujourd'hui, c'est que, on leur a, le gouvernement,
c'était un peu facile de les faire applaudir, mais aujourd'hui, ces travailleurs, ils sont maltraités, ils sont méprisés, ils sont plus qu'oubliés, et ils sont surtout, l'exploitation s'aggrave, les salaires n'augmentent pas, ils s'en sortent pas. Puis je dirais même les retraités, même si ils travaillaient pas, ils ont été utiles aussi pendant le confinement. La plupart d'entre eux, ils ont participé, ils ont aidé pour que les gens puissent s'en sortir, les gens se sont entraidés pendant toute cette période, et ceux qui ont permis que la société continue à tourner, ce sont les travailleurs actifs et retraités, certainement pas les actionnaires et les grands patrons qui, eux, n'ont servi à rien. Ce sont des gens qui sont nuisibles à la société. Et donc, je rends hommage à ce monsieur pour les mettre en avant et dire que, moi, la conclusion que je voudrais dire à ça, ceux qui font tourner toute la société, ceux qui sont les essentiels, les invisibles, ils sont légitimes et ils devraient même la diriger, la société. Je suis brésilienne, j'habite en France depuis 9 ans, je suis mariée depuis 7 ans, j'ai 2 enfants et ma question est pourquoi je paye 225 € tous les 2 ans pour un titre de séjour. Bien sûr, c'est révoltant de payer un titre de séjour, d'autant plus que cette femme dit qu'elle travaille depuis 7 ans en France. Donc elle travaille, elle paye ses impôts, elle paye la TVA, elle produit des richesses, comme tout travailleur. Donc c'est complètement illégitime de payer un titre de séjour. Nous, de toute façon, à Lutte ouvrière, on est des militants ouvriers et on est pour la liberté de circulation, on est pour l'abolition des frontières. Donc là-dessus, c'est clair et net. Tout travailleur et de tout temps a dû, pour gagner sa vie, gagner sa croûte, se déplacer d'une région à l'autre et parfois d'un pays à l'autre et parfois même d'un continent à l'autre. Et ça devrait pouvoir être le cas encore aujourd'hui sans risquer sa vie, alors que c'est des millions et des millions de travailleurs risquent leur peau dans la Méditerranée ou ailleurs pour s'en sortir. Et donc, oui, ça montre à quel point cette société, elle est inhumaine et il faut la changer de fond en comble et il faut vraiment, renverser le capitalisme parce que les riches, les très riches, les Carlos Ghosn, par exemple, eux, ils s'en foutent des frontières. Eux, quand ils sont condamnés, ils vont où ils veulent, ils ont ce qu'ils veulent, leur jet privé et tout ce qu'ils veulent. Donc les démagogues qui désignent les immigrés tels que Zemmour ou tels que Le Pen comme responsables du chômage, par exemple, c'est un poison, c'est des idées qui divisent les travailleurs et il faut surtout pas tomber dans ce piège parce que c'est gravissime pour notre avenir. Donc moi je suis pour la liberté de circulation pour tous les travailleurs à travers le monde. Quel est l'avenir de la démocratie en France, et notamment de la liberté individuelle et collective au niveau de l'action? Parce que j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de liberté. Il a raison, ce monsieur, on a de moins en moins de liberté. On est dans un pays qui se targue d'être démocratique, sous un régime républicain, la démocratie. Et puis il faut s'attendre à ce que ça s'empire et que ça s'aggrave parce que la crise, les crises qui se succèdent, la guerre en Ukraine, de toute façon Macron, il n'aura pas d'autre choix que de nous imposer des reculs. Il va s'attaquer à la classe ouvrière, il va s'attaquer à toute la population la plus pauvre et certainement nous réduire nos droits de liberté. Mais il faut savoir que non seulement on a moins de droits dans la société en général, mais dans les entreprises, on n'a même aucun droit, et de moins en moins, c'est presque la dictature. On ne peut pas dire ce qu'on pense, on ne peut pas dire ce qu'on pense en politique, on ne peut pas critiquer notre patron ouvertement dans les journaux, on peut pas, tout est interdit de plus en plus. Et bien, pour renverser tout ça, il faudra faire en sorte que pour qu'il y ait plus de liberté individuelle et collective, parce que tout ça, ça dépendra du collectif, je pense qu'individuellement, on ne peut pas faire grand-chose, il faudra se mobiliser, il faudra s'organiser c'est toujours pareil. Le problème, c'est qui dirige réellement la société, qui dirige réellement les entreprises, qui impose sa loi, eh bien, ce sont les riches, ce sont les capitalistes. Et le problème, il est là, le problème de fond, il est là.